Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agora News Sécurité, notre média sécurité, dans l'émission Les Experts. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet très sensible. Pouvons-nous lutter efficacement contre les trafics de stupéfiants dans notre pays ? Alors, vous connaissez quelques personnalités qui participent à notre émission Les Experts. Je vais vous présenter Bruno Pomar, qui est là encore avec nous aujourd'hui pour cette deuxième émission. Bruno Pomar, bonjour. Bonjour, Karim. Bruno Pomar, donc 36 ans de police, Bruno, donc ancien major de police, ancien instructeur au RAID et président d'une association qui intervient dans les quartiers avec à peu près 200 fonctionnaires de police bénévoles qui s'appelle RAID Aventure. Christian Proutot, bonjour Christian. Bonjour Karim. Christian Proutot, donc, qui est fondateur du GIGN, groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, un groupe spécialisé, expert, qui derrière a vu naître le RAID que Bruno Pomar connaît bien. Vous êtes le fondateur du GIGN, vous êtes le fondateur du groupe de sécurité du président de la République. Lorsque François Mitterrand était président de la République, c'est vous qui avez créé ce groupe, qui l'avez dirigé pendant 14 ans, et vous avez terminé votre carrière en tant que préfet de la République. Merci Christian d'être là. Mais je rappelle également qu'on m'a mis la lourde responsabilité de faire la coordination de la lutte antiterroriste en 82 également. C'est vrai, voilà. c'est vrai. Donc un opérationnel, quelqu'un qui connaît le terrain. Et puis nous avons le plaisir d'accueillir un fonctionnaire de police de terrain pour traiter d'un sujet sensible, mais qui mérite d'être en prise avec le réel. Nous accueillons François D'Arietto. Bonjour François. Bonjour Karim. François D'Arietto qui est brigadier à Marseille. Alors François, je suis obligé de lire quand même votre pédigré. Vous avez 30 ans de police. Vous avez fait 10 ans dans les brigades anticriminalité, les BAC, dans le 93. On sait que c'est un département sensible. 20 ans à Marseille, uniquement en service d'investigation. 10 ans à l'Octrice, l'Octrice qui est l'office central donc de lutte contre le trafic de stupéfiants à Marseille. Vous avez participé au premier groupe qui s'est appelé Cité pour lutter contre le trafic de stupéfiants à Marseille. Et vous avez reçu 2 médailles de bronze de la sécurité intérieure récemment donc pour la lutte contre le trafic de stupes que vous avez mené à Marseille, dans les quartiers sensibles de 2014 à 2017. Une médaille de bronze d'acte de courage et de dévouement, une médaille d'honneur. Ça fait, on va dire, plus de 15 ans que vous luttez contre les stupes sur le terrain. Merci d'être là. Merci à vous de me recevoir. Et je dois préciser que François D'Arietto, dans le temps qui est de libre, peu de temps de libre certainement qui lui reste, a écrit un livre, un roman qui s'appelle Réseau. R-E-Z-O, un roman que je vous invite à aller télécharger et à acheter sur Internet et qui risque, vous m'avez dit en préparant cette émission, de se transformer en œuvre cinématographique. Vous êtes en contact? Effectivement, on est en contact avec une maison de production pour l'adaptation en série. Alors, ce roman, d'abord, François D'Arietto, c'est un roman qui s'inspire de la réalité, je suppose. Effectivement, c'est un roman qui s'inspire de tous les événements que j'ai vécus au travers du trafic de stupéfiants. Donc, je l'ai condensé, j'ai changé les noms, mais en fait, toutes les histoires qui sont là-dedans sont tirées de faits réels. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec vous, François D'Arietto. D'abord, pour que ceux qui nous écoutent et qui nous suivent comprennent bien la réalité de ce trafic de stupéfiants dans notre pays. On en parle beaucoup, mais je voudrais aujourd'hui qu'avec les experts, nous en parlions en des termes, j'ai envie de dire, un peu concrets, que nous soyons très pratiques, avec quelques chiffres, pas que des chiffres, mais la réalité. Si vous deviez nous dresser un panorama de ce trafic de stupéfiants dans notre pays, qu'est-ce que vous nous diriez en quelques mots? Est-ce que le pays est gangréné dans toutes les cités par le trafic de stupéfiants? Est-ce que ça concerne que le cannabis? Est-ce qu'on a déjà la cocaïne? Qu'est-ce que vous nous donneriez comme panorama et diagnostic? Tout d'abord, moi je vais vous faire partager mon expérience. Donc, bien sûr, les chiffres, je vous en parlais, mais je vais plutôt vous parler après du terrain. Mais question chiffres, si on se base sur l'estimation de l'OFDT, donc c'est l'Office français des drogues et de la toxicomanie, le trafic de stupéfiants génère 3,5 milliards de chiffre d'affaires. Donc, dont 2,7 milliards puisqu'on enlève les coûts liés à l'importation, qui sont comptabilisés maintenant dans le PIB. En France, il y a à peu près, dans tous les quartiers français, il y a 1200 personnes, des têtes de réseau, qui tiennent un réseau. Ça fait vivre 200 000 personnes qui en vivent vraiment du trafic de stupéfiants à l'échelon national.
Donc 1200 personnes. 1200 têtes de réseau. Ça fait quoi? Ça fait 1200 clans, gangs, voilà, 1200 chefs de réseau qui gèrent un réseau et, voilà, et donc qui font vivre 200 000 personnes sur l'échelon national. Voilà. Donc ça, au niveau de la consommation, nous sommes le premier pays européen consommateur de cannabis, avec 5 millions de consommateurs. Voilà, occasionnels, 1,5 million réguliers et 900 000 quotidiens. Toutes couches sociales confondues. Toutes couches sociales confondues, avec quand même une proportion sur les 18-25 ans qui est un peu plus forte que les autres. Sur le plan générationnel, plutôt les jeunes. Plutôt les jeunes, ça touche beaucoup plus les jeunes. Mais quel que soit le milieu social. Il n'y a pas de voilà, quel que soit le milieu social. Voilà ce qu'on peut dire, en tout cas déjà sur ce qui est au niveau français. Vous à Marseille, puisque vous êtes un opérationnel à Marseille, combien de quartiers ça concerne environ? Une ville comme Marseille. Grosso modo, je crois qu'il y a à peu près 120 points de deal sur Marseille. Ça veut dire 120. Bien sûr, il y a des petits points de deal. C'est pas que des cités. Il peut y avoir des petits points de deal dans des résidences, tout ça. Mais généralement, ce sont les cités. Et il y a à peu près 120 points de deal. Voilà, sur Marseille. Un point de deal rapporte combien d'argent pour ceux qui sont à la tête du trafic? Ça dépend. En moyenne. Ça dépend des quartiers, mais en moyenne. La fourchette haute, c'est quoi? La fourchette haute, c'est de 50 à 80 000 euros par jour. 50 à 80 000 euros par jour. Par jour. Fourchette basse? 1 500 euros par jour pour un petit point de deal où il y a un vendeur, un chouf, voilà, pas plus. Et en moyenne En moyenne, ça ferait 10-15 000 euros par mois, par jour. 10-15 000 euros par jour, voilà. Ce qui fait plus de 400 000 euros par mois. Oui, tout à fait. D'accord. Comment sont organisés ces clans? Expliquez-nous un peu, vous qui avez vu ça de l'intérieur, qui avez investigué, qui avez fait tomber des trafics de stupéfiants. Donc, ils sont organisés comment? La tête de réseau, c'est qui à peu près? C'est quoi le profil de la tête du réseau? La tête de réseau, c'est généralement un trentenaire qui n'est plus sur place, qui a monté son réseau maintenant, qui a abandonné, qui est à l'étranger. Alors soit l'Espagne, le Maroc, Dubaï, voilà, et qui a laissé la gérance à quelqu'un en qui il a confiance pour gérer toutes ses affaires. La gérance, la gérance, l'entreprise. Exactement. Est-ce que le fonctionnement se rapprochait du fonctionnement des entreprises? C'est des chefs d'entreprise, c'est totalement des chefs d'entreprise. Avec des vendeurs, l'achat, l'importation, la mise des clients, c'est une petite entreprise. Donc un gérant qui est un peu plus jeune, qui est un homme qui a à peu près 25 ans, qui gagne à peu près 10 000 euros par mois. Voilà, et qui est chargé de recruter les nourrices, de recruter les guetteurs, de recruter les vendeurs. Alors, expliquez-nous là. Une nourrice, c'est quoi? C'est une personne qui est choisie dans la cité pour garder les produits stupéfiants, ou les armes, ou l'argent, généralement jamais au même endroit pour éviter, lors des descentes, qu'on trouve tout. Et donc une nourrice, c'est souvent une femme seule, une personne handicapée, quelqu'un qui est dans la précarité, quoi qu'il arrive. Voilà. Et qui est dans la cité? Qui est dans la cité, bien sûr. Pour les petites nourrices dans la cité, pour les grosses nourrices à l'extérieur. Mais qui est quoi? Qui est volontaire pour garder soit les armes, soit la drogue, soit l'argent, ou qu'on met devant le fait accompli, à qui on ne demande pas son avis, qu'on comprend bien? Qui au départ trouve dans ce moyen un petit peu d'argent pour arrondir les fins de mois, et après elle ne peut plus faire marche arrière. Elle est dans l'engrenage, elle ne peut plus faire marche arrière. Au départ, si on laisse un petit morceau de la table de la cuisine pour couper un petit peu, après ils prennent une chambre, ils ferment la chambre, ils prennent un cadenas, ils prennent la clé de la maison, ils rentrent quand ils veulent. Ils rentrent quand ils veulent dans l'appartement? Dans l'appartement, ils vont directement dans la chambre qui est fermée à clé pour comme ça la nourrice n'a pas accès à sa chambre. Et là, à l'intérieur, ils font ce qu'ils veulent. Il y a les mâles avec ou l'argent, ou le trafic ou les armes. Voilà. Donc d'une démarche de précarité qui tend à répondre peut-être à un besoin qui est celui de payer le loyer et autres, la personne devient, j'allais dire, un peu l'otage des trafiquants. Et la victime, du coup. Et l'otage des trafiquants. Ouais. Donc vous disiez qu'il y a à peu près 3 plans de cash pour les armes, l'argent et la drogue. D'accord. Ça fait au moins 3 nourrices, en tout cas, dans la cité. 3 besoins d'appartement. Voilà. Des fois même 4 parce que la coupe n'est pas au même endroit que encore ça fait même une 4e. Vous avez dit chauffeur, guetteur, c'est pareil, chauffeur, guetteur ou c'est pareil. C'est le même rôle. Alors le rôle consiste en quoi? Le rôle a évolué depuis 10 ans. Avant, un guetteur, il était chargé d'avertir quand la police arrivait. Voilà. Maintenant, il a une double casquette. Il est chargé aussi d'avertir quand une équipe concurrente arrive. Ce qu'il n'y avait pas avant. Avant, il n'y avait pas de guerre de réseau. Le chouf, il criait, la police, elle arrive. Maintenant, il est souvent armé, on lui donne une arme parce que c'est la première cible, c'est la première personne que l'on voit. Alors si c'est les policiers, c'est pas très grave, mais si c'est la bande adverse, c'est le premier qui va prendre, c'est lui.
D'accord, donc ça veut dire que potentiellement il est en risque de se faire tuer par un clan adverse. C'est le premier qu'on voit, c'est lui. D'accord, mais ce que vous nous expliquez tend à se rapprocher de ce qu'on voit dans les films américains avec des gangs qui viennent et qui débarquent pour se tuer. Est-ce qu'on en est arrivé que globalement à ce Dans certains quartiers, l'enjeu, comme je vous disais en début d'émission, c'est que c'est 50 à 80 000 euros par jour. Donc, bien sûr que ça aiguise les appétits des concurrents. Et donc, bien sûr qu'il y a beaucoup de tentatives de reprise de réseau. Ouais. D'où les règlements de compte. D'où les règlements de compte. C'est pas généralement, c'est souvent après, il y a 80% qui sont liés au trafic et 20% sur les vendettas. Parce que du coup, quand on tue quelqu'un, derrière, il y a quand même une vengeance qui va se mettre derrière, en place, soit par un frère, soit par un cousin, soit par un ami. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Pour faire tourner un trafic, un réseau, combien de personnes il faut? Vous qui avez investigué... 30, 50 personnes, mais 30 personnes, oui, c'est bien. 30 personnes, ouais. D'accord. 30 personnes, mais dans une cité, il peut y avoir par exemple 4, 5, 6 réseaux. Dans une même cité. Dans une même cité. Donc en fait, multipliant autant, ça fait 180 personnes. 180 personnes sur des quartiers à peu près entre 8 000 et 10 000 habitants. Entre 7 000 et 10 000 habitants, ouais, c'est ça. 7 000 et 10 000 habitants. D'accord. Le reste de la population, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Vous qui êtes sur le terrain, elle subit, les complices, comment fonctionne le reste des habitants qui ne sont pas dans le trafic? Alors, qui ne sont pas dans le trafic, parce qu'il y en a qui en vivent aussi. Donc les proches, la famille vivent aussi de ce trafic. Les 30 font vivre quand même au moins leur famille, et, pour une partie. Et après le reste, ils subissent, ils ne peuvent plus rien faire. Il n'y a plus personne qui peut rentrer. C'est-à-dire que même les pompiers, même les livreurs, plus personne ne peut rentrer, puisqu'ils ouvrent les camions, il faut les camions. Donc en fait, ces gens-là sont otages finalement dans leur quartier. Ils ne peuvent plus circuler librement. Vous vous appuyez dessus quand vous investiguez pour avoir de l'information, ils vous la distillent facilement, ou on est quand même sous le règne de la peur? Le règne de la peur totale. Ils mettent même des affiches, dernièrement j'ai vu ça, ils mettaient des affiches, attention de ne pas collaborer à la police au risque de représailles. Ils collent des affiches dans les... Il annonce, ils collent les affiches dans les bâtiments, pour ceux qui voudraient collaborer avec la police. Voilà. Vous, ça fait plus de 10 ans que vous êtes sur cette lutte-là. Vous diriez que la problématique empire ou qu'on se donne les moyens de pouvoir l'endiguer? Quel est votre constat? Est-ce que c'est de pire en pire ou est-ce qu'on arrive à maîtriser le mal? C'est-à-dire que c'est la génération qui a changé. La génération est plus violente. C'est-à-dire, le trafic a changé. Comme la société d'ailleurs, c'est beaucoup par les réseaux de communication. C'est-à-dire qu'avant, un point de deal, quand un client venait acheter, si le vendeur ne le sentait pas, il était méfiant, il disait non, ici on ne vend pas. Donc c'était discret. On savait qu'on vendait, mais on ne le mettait pas en avant. Maintenant, on met en avant, c'est-à-dire qu'on fait des écriteaux, on marque la carte des menus, tel prix, tel prix, tel prix, sur Snap, venez, on est ici, on vend tel... Maintenant, on fait tout pour savoir qu'on existe. Avant, on faisait cacher. Et donc maintenant, on fait tout pour que ça existe. Donc, les mentalités ont changé. On fait du marketing du stupéfiant. Il y a l'ubérisation du stupéfiant. Ubérisation du stupéfiant, expliquez-nous. C'est-à-dire avec la crise du Covid, donc les gens ne sortaient plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a trouvé, pour pallier à ce que les gens ne venaient plus, on les a servis à domicile. C'est-à-dire qu'on fait de la livraison? On fait de la livraison à domicile. Ça dure avec des numéros de téléphone, on passe des commandes et on est livré. Mais on sait très bien qu'on peut mettre à mal le trafic stupéfiant par des lignes téléphoniques, par les écoutes. Non, ils n'ont pas peur d'être écoutés? Il n'y a plus beaucoup par téléphone, c'est beaucoup par des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est très très compliqué maintenant. On n'a pas les autorisations sur Snap, tout ça. Merci François D'Arieto pour cette introduction. On va revenir vers vous évidemment. Bruno Pomar, une première réaction à ce témoignage de François D'Arieto? Ça démontre encore une fois que malheureusement, on va cibler des quartiers, puisque c'est dans les quartiers où on trouve le plus de problématiques sociétales. Je crois que c'est en même temps le résultat d'une société qui est en délabrement total, c'est-à-dire où on laisse l'espace vide. Je le pense au niveau institutionnel évidemment, eh bien on a le même schéma avec le salafisme, avec les frères musulmans qui s'installent dans ces quartiers. Et je pense que le trafic de drogue est effectivement un terreau favorable en termes d'installation. Et effectivement, ça fait vivre nombre de familles quand même sur ces quartiers, avec la mise en place d'une terreur collective qui est là, qui est évidente. Et encore une fois, vu le travail que font nos spécialistes, que ce soit les policiers, mais ça vous surprend ce que vous avez entendu de François D'Arieto, ou quelque part, vous n'êtes pas surpris
pays de ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, avec ces sommes d'argent qui sont folles quand même. 15 000 € par jour pour des gamins qui ont 25 ans, qui ont 20 ans, certains 15 ans, parce que je pense que les chauffeurs sont des mineurs. Ça commence à 12 ans. Bien sûr. Ça commence à 12 ans, au départ, c'est 12 ans. Déscolarisés et autres qui sont là à traîner. Cette réalité, vous la connaissez ou pas? Oui, je la connais parce que les quartiers, je les connais depuis 30 ans avec mon association pour y être et pour en connaître nombre, même de dealers et de choufs, comme on dit. Ça m'est arrivé d'ailleurs à Castellane de m'installer, de devoir demander l'autorisation au chef, à tête de réseau pour pouvoir m'installer avec des policiers pour mettre en place des actions, il faut savoir. Vous, ancien instructeur du RAID, vous avez été obligé de demander l'autorisation à des gamins de cité pour pouvoir mener vos actions associatives. Tout à fait, c'est terrible. Et dans je vous parle de ça il y a 4-5 ans. Vit-on? Ben oui, c'est maîtrisé. Même le centre social s'était étonné que je me sois mis en place à cet endroit. Et je lui ai dit, j'ai un gars qui est venu me voir, qui m'a demandé ce que je faisais. J'ai expliqué que je faisais des actions pour les jeunes. Et le gars m'a dit, bon ok, c'était sûr que tu es là pour ça? Je lui ai dit, oui, tout à fait. J'ai réalisé après, parce que j'étais dans mon truc, dans mon opération. Et je me suis rendu compte qu'après, ce gars-là était une tête de réseau et me contrôlait. Ce que dit Bruno Pomar, vous le voyez régulièrement, les gens qui doivent décliner leur identité lorsqu'ils rentrent dans une cité, ils sont contrôlés par ils ouvrent les camions, mineurs, il faut des adolescents bien sûr. Qui dirigent les allées et venues dans le quartier. Ah oui, même si c'est suspect, ils ne rentrent pas d'ailleurs. S'ils sentent qu'il y a quelque chose, ils repartent, le livreur repart. Il ne livrera pas. Est-ce que vous vous rendez compte que ce que vous nous livrez comme photographie, c'est la photographie de l'impuissance totale de la force publique, de la force républicaine, à pouvoir mettre à mal ce que des adolescents et des jeunes adultes, 25 ans, mettent en place, c'est-à-dire un système de terreur. Et donc, vous semblez nous dire que on contrôle les gens, on met de la publicité, on utilise les réseaux sociaux. C'est d'une banalisation totale. Le territoire n'est plus un territoire de la République. Mais en même temps, tel que vous l'expliquez, François Darrito. C'est un territoire de la République, mais avec des règles qui ne sont pas républicaines. Qui sont pas républicaines, mais c'est leurs propres règles. Christian Poutot, fondateur du JGN, vous n'êtes pas un enfant de cœur, vous connaissez la réalité là aussi, je dirais, des difficultés de notre pays en matière de lutte contre l'insécurité en général, les trafics de stupes. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que vous avez entendu, qui vous est familier en termes de connaissances? Quelle est votre première réaction? Ma première réaction, c'est que je suis non pas stupéfait, mais en tant que citoyen, je suis stupéfait. En tant qu'ancien haut fonctionnaire, ça ne m'étonne qu'à moitié, dans la mesure où à partir du moment où l'État n'est pas là, il y a autre chose qui se substitue à l'État. Karim, nous en avons souvent parlé. On ne va pas reprendre la formule célèbre, la nature a horreur du vide, en particulier dans le désordre. Dès que l'État n'est pas là, il y a quelque chose qui se met en place et c'est forcément des trafics. Et cette absence d'autorité de l'État et de présence de l'État sur place est d'autant plus difficile que, vu le temps que l'on a perdu, les autres se sont beaucoup mieux installés. Vous nous l'avez très très bien décrit. Et comme en plus, il y a un aspect économique autour de ce trafic qui fait vivre des gens qui subissent les crises successives que nous avons vécues, c'est malheureusement presque accepté comme étant un moindre mal. Alors derrière, on est obligé de lutter pour pas que ce cancer se développe plus, mais on a le sentiment un peu du mythe de Sisyphe, où on a la limite de l'exercice très facilement, dans la mesure où ce que l'on arrête, c'est ce qui déborde. Et il y a toute une partie qu'on n'arrive pas à maîtriser. Intéressant ce que venez de dire Christian Poutot, j'aimerais votre avis là-dessus. Est-ce que pour vous, la lutte que nous menons est efficace ou pas? Est-ce que vous avez les moyens opérationnels d'intervenir réellement contre ces trafics, ou est-ce qu'on intervient pour dire qu'on y est, qu'on est là, mais que finalement on n'endiguera jamais le phénomène? Est-ce que pour vous, on éradiquera un jour le trafic de stupéfiants? Ça fait un petit moment qu'il existe, donc je pense qu'on ne l'éradiquera jamais. C'est une lutte sans fin. Alors maintenant, la police, je crois que la France est une des premières en termes de résultats contre le trafic de stupéfiants. Et les saisies le montrent, c'est-à-dire on a presque triplé les saisies. C'est-à-dire là on est à 100 tonnes cette année, en 2007 on était à 37 tonnes, donc on a quand même triplé. La cocaïne c'est pareil. 37 tonnes, combien de tonnes rentrent dans notre pays par an?
Alors là, je parlais en cocaïne, donc autrement, en résine de cannabis, c'est 475 tonnes. Qui rentrent par an. Qui rentrent par an. Et combien on en saisit par an? 100 tonnes. 475 tonnes qui rentrent, 100 tonnes 100 saisies. tonnes saisies. Ça reste exponentiel quand même. Hein. Mais oui, effectivement. On est d'accord. Sur la cocaïne, par exemple, entre 2016 et 2018, c'est 2000 tonnes de cocaïne qui sont rentrées. On a doublé les volumes. C'est un truc, quelque chose de fou. Et le travail qu'ils font est formidable, effectivement, mais on se rend compte que c'est vraiment un marché exponentiel. Donc, il rapporte de plus en plus et qui, effectivement, met en place, permet à des réseaux de se mettre à place parce que ça rapporte énormément. Ceux qui vendent du cannabis dans les cités, vendent-ils aussi de la cocaïne? Est-ce que ce sont les mêmes? Ce sont des trafics différents? Comment vous analysez? Là aussi, les mentalités ont changé. Avant, il y avait un seul produit et maintenant, ils sont polyproduits. Il y a plusieurs produits. Voilà. Il y a polyconsommateurs et là, c'est pareil. Quand le consommateur y arrive, il veut trouver tout. Voilà. Il ne faut pas qu'il parte. Donc il faut qu'un client, il faut le servir de tout ce qu'il veut. Donc maintenant, dans les cités, il y a toutes sortes de produits. Donc ceux qui nous disent dans l'argument sur le débat qui est refusé dans notre pays sur la légalisation, soyons clairs, on va aborder ce thème, mais on nous refuse ce débat. Donc Manuel Valls, Premier ministre, disait jamais que je n'ouvrirai le débat. On ne sait pas pourquoi, parce que ouvrir un débat, ça ne veut pas dire en décider la finalité. Donc, si demain, un gouvernement prenait la décision de légaliser le cannabis, l'argument qui consiste à dire « Ah, mais demain, ils vendront de la cocaïne » est caduque, puisqu'ils en vendent déjà. Oui, bien sûr. En petite quantité. Oui, c'est sûr. Paradoxalement. Donc c'est pour vous un argument qui ne tiendrait pas? Non, puisque la vente de cocaïne existera toujours, quoi qu'il arrive. Et elle existe déjà. Elle existe déjà. C'est 15 tonnes, grosso modo. Hein, l'héroïne, une tonne. Une tonne d'héroïne, c'est ça, tout à fait. Vous prenez les MDMA, l'ecstasy, etc. Toutes les synthèses aussi sont en quantité industrielle. Voilà. Et tout ça, évidemment, génère ce marché. Donc on peut légaliser. Les pays producteurs ont triplé. C'est-à-dire, je crois que la Colombie a triplé sa production. Le consommateur, vous travaillez sur les trafiquants, mais de fait, vous arrivez aussi quand même d'analyser le réflexe et les automatismes du consommateur. Ce ne sont pas les mêmes consommateurs, cocaïne et cannabis. Ça peut être les mêmes consommateurs, oui, ça peut être les mêmes consommateurs, parce que la cocaïne était avant plutôt utilisée dans les milieux festifs, en tout cas. Maintenant, ça y est, c'est généralisé, c'est le travailleur, donc il peut fumer, il peut prendre un rail de coke, il peut, tout est mélangé maintenant. Ce qui est important à signaler, Karim, c'est de voir que la France, la position géographique de la France, qui est quand même un carrefour. L'Europe est un carrefour de la venue des trafics, mais effectivement la France est fort bien positionnée avec les mers tout autour, évidemment, qui entourent notre pays, plus la Méditerranée, et toutes les arrivées d'Amérique du Sud, sur Rotterdam, sur Anvers, sur le Maroc maintenant, puisque la cocaïne passe par le Maroc également. On est cerné complètement, et évidemment dans ce cernage qui est fait des arrivées de stupes, évidemment, la France est envahie de plus en plus de le cannabis vient principalement du Maroc, on vient de le dire, Bruno Pomar, il passe par l'Espagne. Oui, c'est ça. C'est ça le circuit. Et après, il n'y a plus qu'une frontière entre nous et l'Espagne, donc on est au plus rapide. Donc c'est aussi le plus gros fournisseur aujourd'hui, producteur et fournisseur de cannabis pour la France, c'est le Maroc. Mondial. C'est mondial, c'est le Maroc. L'héroïne, c'est l'Afghanistan. Ça par la route des Balkans, tout à fait. Revenons quand même sur la dimension opérationnelle un instant. Quand vous formez une équipe pour lutter contre le trafic de stupes, vous êtes combien? 5, 10, 15, 20 fonctionnaires, vous êtes combien? C'est une équipe restreinte, c'est une équipe qui est... Comment vous êtes organisé, qu'on comprenne? C'est des équipes de 5-6 et qui travaillent... il y a plusieurs groupes, mais on peut être par groupe, c'est à peu près 5-6 personnes, 6 personnes, 8 personnes. Voilà, quand vous enquêtez sur une cité, sur plusieurs cités en même temps? Plusieurs dossiers en même temps, et au gré de l'actualité, c'est-à-dire s'il y en a un qui se fait tirer dessus, ou si c'est un peu plus chaud, donc on oriente un peu plus sur une enquête que sur une autre. D'accord. Combien de temps vous mettez pour faire tomber un réseau en moyenne? 6 mois, 6 mois, non. 6 mois, non. Pour les gros réseaux. Les principales sources qui sont les vôtres, c'est quoi? C'est les écoutes, c'est les informateurs dans les cités, c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. Mais le plus important, ça reste quand même, et qui n'est pas assez, à mon avis, poussé, c'est l'informateur, l'information. On ne gagnera que la guerre si on met des moyens sur l'information. C'est-à-dire que vous estimez aujourd'hui qu'on ne met pas assez le paquet sur l'information, sur le renseignement?
on ne protège pas assez l'informateur. L'informateur qui rentre maintenant dans un dossier, on ne peut pas l'écarter. Donc, on s'il apparaît, on ne peut pas inciter. Donc, s'il est là... Il faut voir la loi, les obstacles que vous avez eus avec la loi. Parce que normalement, on n'a plus le droit, ou du moins c'est tiré par les cheveux, et les juges là-dessus sont très durs à convaincre. Peut-être parce qu'ils ne réalisent pas tout ce que ça représente en amont, c'est qu'on n'a pas le droit de déclencher quelque chose par nous-mêmes. C'est-à-dire monter une opération pour essayer de voir, on appelle ça la provocation, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Et il y a eu beaucoup de policiers sérieux qui faisaient leur boulot, qui ont eu des gros soucis, parce qu'on les a accusés de trafic. Pas de trafic, mais on les a accusés d'avoir fait quelque chose qui est illégal, c'est-à-dire de s'inscrire dans le cadre d'un trafic pour avoir des informations à travers des informateurs et de faire une sorte de provocation pour, à un moment, créer une souricière, attraper des gens. La difficulté, et par rapport à ce sujet, on n'a pas de tabou dans l'émission Les Experts, on se dit les choses directement. On parle d'informateurs pour les fonctionnaires de police, mais les voyous ont des informateurs aussi dans la police ou pas? Bon, ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Beaucoup moins que dans les pays... Est-ce que vous, par exemple, dans votre expérience, est-ce qu'on vous a proposé de l'argent? Est-ce que des trafiquants vous ont dit à un moment donné, François D'Arietto... Sous la plaisanterie, mais jamais en direct, sous la plaisanterie pour savoir si c'est possible, voilà. Voilà, c'est possible, voilà. C'est lancé comme ça, voilà, c'est lancé, mais après quand ils savent à qui ils doivent en faire, finalement, ils savent très bien... Quel est le rapport aux polices, voyous, à ce niveau-là? On parle souvent de l'ancienne école, du grand banditisme, qu'il y avait un code d'honneur, qui savait que lorsqu'il se faisait prendre la main dans le sac, c'était la règle du jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez affaire à des gens qui ont inscrit un nouveau code d'honneur? Est-ce qu'il n'y a pas d'honneur du tout? Est-ce qu'il n'y a pas de règles? Est-ce qu'ils sont capables de vous tirer dessus? Quelle est la relation que vous avez? Alors là, je vais parler plus pour les services spécialisés, parce que moi j'ai fait les deux, le terrain est spécialisé. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui risque le plus, c'est ceux qui sont sur la voie publique, ceux qui sont dehors, et qui ne sont pas ni formés, ni peut-être avoir le matériel nécessaire. Il y a encore eu une fusillade il n'y a pas longtemps à Marseille, c'était la semaine passée, où une police secours est tombée sur des gars qui... Police secours, c'est-à-dire que c'est la sécurité publique qui est en tenue et qui intervient sur des différents familiaux, ils sont tombés dans une cité où des gens ils venaient reprendre un point ou quoi, ils étaient armés, ils leur ont tiré dessus. Donc, leur ont tiré dessus. Ça veut dire qu'on n'hésite pas à tirer sur les fonctions de police. La BRI est venue en soutien. Et effectivement, la BRI est venue en soutien et ils ont été interpellés quelque temps. Mais avec les risques que prennent nos collègues policiers. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont les premiers qui risquent. Nous, les services spécialisés, quand on intervient, c'est voilà, l'affaire elle est faite. On va dire à 6 h du matin, on vient, il y a souvent effectivement la BRI, le RAID, les forces nouvelles. Qu'est devenu le GIR? Parce que le groupement d'intervention régionaux, qu'est-ce qui est devenu le GIR? Parce que Christian Proutot tout à l'heure a dit les finances, quand j'ai dit comment vous faites, les informateurs, les écoutes, il a dit aussi, j'allais dire, le circuit financier. Le GIR, il était là aussi pour remonter, j'ai envie de dire, les mal acquis, les biens mal acquis. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours efficace? Est-ce que ça existe? Ça existe toujours, je pense que c'est efficace. Est-ce qu'après, ils ont les moyens de lutter vraiment? Est-ce qu'ils ont, en termes humains et moyens matériels? Je ne sais pas, mais en fait, je pense que c'est très efficace d'attaquer au vous qui avez fait tomber des réseaux, vous avez travaillé avec le GIR ou pas? Travaillé avec le GIR, oui, tout à fait, ouais, c'était très efficace. Parce que du moment, quand on n'arrive pas à les accrocher vraiment sur le stup, on peut les accrocher sur le blanchiment d'argent. Parce qu'en fait, là, ce qu'il faudrait s'attaquer, c'est au blanchiment. C'est ça qui est important. Oui. Si demain, on s'attaque au blanchiment, on va régler pas mal de problèmes aussi. Oui, c'est... Christian. En fait, on le voit à travers, bien sûr, tout le monde connaît les problèmes liés avec la French Connection, à une certaine époque, qui était un autre type de drogue, ou aux États-Unis, il y a déjà très longtemps, il y a toujours l'argent, à un moment, il faut bien qu'ils en fassent quelque chose. Et Capone, hein. Et c'est Al Capone qui est tombé, non pas par les assassinats, les meurtres et tout mais parce qu'il n'avait pas déclaré, il a été au départ pincé comme ça. Et il y a cette même problématique pour ces gens-là, c'est que l'argent, il faut qu'ils en fassent quelque chose.
Donc il faut passer par des lessiveuses, ce qu'on appelle en termes de métier des lessiveuses. Et ça, eh ben, on fait ou des magasins, ou on fait... il faut placer l'argent qu'on achète. En plus, ils ne peuvent pas résister au plaisir de s'acheter des belles bagnoles. Voilà. De flamber. Et par rapport à ce que dit Christian Proto, est-ce que vous notez, vous, qu'une forme de relâchement chez ces voyous qui ont le goût du matériel? Est-ce qu'ils s'affichent, est-ce qu'ils sont exubérants, ou est-ce qu'ils sont plutôt discrets, organisés, structurés, au point même, si jeunes, de ne pas étaler leur richesse illicite, si je puis dire? Alors, ça dépend le degré qu'ils occupent au sein de l'organisation. C'est-à-dire, plus ils sont jeunes, plus ils vont se faire voir. Oui. Ils ne réfléchissent pas. Et une fois qu'ils commencent à comprendre, la tête de réseau, normalement, elle est un peu plus réfléchie. Ça arrive des fois qu'ils fassent des erreurs, mais généralement, le train de vie, ils n'ont rien à leur nom, ils ont bien sécurisé. Voilà, tous les investissements sont aussi à l'étranger. Donc, par contre, les jeunes, effectivement, ils vont acheter une voiture, ils vont dépenser, ils vont se faire remarquer. Donc, quand vous faites tomber un réseau, vous le faites parce que vous arrivez à révéler qu'il y a eu blanchiment, ou vous le faites plutôt parce qu'en flagrant délit, vous attrapez de la drogue, de l'argent, des armes? C'est quoi qui fait pencher plutôt la balance d'une enquête? Je pense que c'est un mélange de tout ça. Il faut qu'on soit plus précis. Non, mais pour que ça soit efficace, il faut qu'il y ait tout. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que pour qu'il y ait trafic, il faut aussi qu'il y ait de l'argent. On parle de chiffre d'affaires. Donc en fait, cet argent, il faut en parler. Si on parle que de la résine, la résine c'est bien, mais on l'achète avec l'argent. Et on gagne de l'argent. Donc pour vraiment montrer qu'il y a vraiment un trafic, il faut cette somme d'argent. Donc il faut arriver aussi, avec le GIR notamment, à découvrir où sont ces sommes d'argent pour les lier justement au chef de réseau. D'accord. Et tout à l'heure, on parlait de règlement de compte. Quel est le lien qui est fait entre les équipes qui organisent le trafic et les équipes qui opèrent le règlement de compte? Ce sont les mêmes qui sont capables d'être des vendeurs de drogue, mais aussi des tueurs, des criminels, ou est-ce qu'il y a des équipes dédiées? Comment sont-ils organisés? Non, c'est souvent des équipes dédiées. C'est-à-dire que ceux qui vendent de la drogue ne sont pas les tueurs? Ce sont les commanditaires, mais il y a des spécialités maintenant. Voilà, il y en a qui font que, voilà, ils vont... les commerciaux et les exécuteurs. C'est ça. Voilà, ouais, c'est vraiment, chacun à sa place. Celui qui est à la tête du réseau, normalement, il ne va pas se faire voir. Ce n'est pas lui qui va se mouiller pour aller... non, il y a des équipes qui sont faites pour ça. On rentre dans le dernier quart d'heure des experts. Messieurs, on va venir sur le terrain des solutions. Parce qu'il faut être très concret. Moi, je voudrais juste faire une petite incise, vas-y. Karine, parce que il faut que tout le monde mesure, c'est que cette espèce de milieu, on l'a vu, a un impact aussi sur les soldats du terrorisme à une époque. Tous ces types qui ont été arrêtés après avoir prétendument fait le djihad ou défendre une certaine idée de la religion politique, à travers Daesh et autres, ces gens-là ont eu un passé de petits criminels qui étaient dans la drogue. Tout à fait. Pratiquement tous. Moi, je ne sais pas s'il faut faire le lien, je ne suis pas convaincu, mais est-ce que pour vous, le lien extrémisme religieux, trafic de drogue, vous qui êtes sur le terrain, il est effectif? Vous le voyez ou pas? Moi, je vais parler pour ce que je connais. À mon sens, alors c'est à mon sens, je n'ai pas fait d'études dessus, mais je sais que les trafiquants ont horreur de tout ce qui pourrait les gêner. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un, on parle des fichiers S ou quoi, c'est-à-dire que s'ils montrent... ils ne veulent pas de terrorisme, ça nuit au business. Donc en fait, ils les éloignent, ils ne veulent pas. Un trafiquant, un stup, dans sa cité, il ne veut pas que les renseignements travaillent sur ce gars-là, donc il va les écarter. Ça veut dire que ces gens-là, déjà, c'est important, est-ce qu'ils sont susceptibles de financer du terrorisme ou pas? Ou ça ne les intéresse pas? Non, mais c'est intéressant. Pour ceux qui... Je n'ai pas dit ce que j'avais dit ça, mais pour ceux qui nous écoutent, qu'on clarifie quand même. Non, le trafiquant de stupes, c'est un businessman. Lui, il veut faire de l'argent. Voilà, la religion et le terrorisme, il s'en fout complètement. Finalement, c'est le plus grand capitaliste qui puisse y être. Tout à fait. Quelque part. C'est un chef d'entreprise. Ce que dit Christian, c'est par exemple, Mera a été un dealer. Ah oui, bien sûr. Oui, d'accord. Bon, alors c'est pas général dans les terroristes, mais souvent ils ont eu cette filière, je dirais. Tout Molenbeek. Alors, est-ce qu'on peut dire peut-être que ce sont des chefs d'entreprise illicites de trafic de stupéfiants qui ont échoué là-dedans, et ayant échoué là-dedans, ils se sont reconvertis peut-être dans le terrorisme? Parce que ce que nous dit François Darrietto, si j'entends, celui qui réussit dans ce business, il n'a pas intérêt à aller voir ailleurs. Il n'a pas mis... Non, mais je parlais des soldats du terrorisme. Voilà, et c'est un passage qui fait qu'à un moment, les prêcheurs
disent ce que tu fais, c'est pas bien. C'est ça, c'est Parce illicite. que la drogue n'est pas bien vue par les religieux. Hein. C'est illicite, donc. Et donc, il dit, si tu veux être sauvé, si tu veux que Dieu te sauve, eh bien, il faut que tu combattes D'accord. pour Dieu. D'accord. Et à ce moment-là, on a des gens qui passent de la petite criminalité, qui passent au terrorisme. C'est vrai qu'on a eu effectivement des profils qui étaient je dirais des délinquants de droit commun qui sont passés, qui sont devenus terroristes. Donc ça peut... Non, mais quand on entend droit commun, c'est la petite drogue. Hein. Oui, c'est ça. Oui, C'est ça. c'est pas la mobilette volée. Hein. C'est ça. Et ni la tête de réseau. C'est ça. C'est ça. Donc là, vous dites, ils détestent tout ce qui peut les déranger. Je parle à haut niveau. Après, Oui. je ne parle pas de ceux, effectivement, je comprends de ceux qui est en bas, qui galèrent un peu, qui un jour échouffent, qui ne sait pas, qui est dans la précarité, Qui est récupéré qui est peut-être récupéré dans la cité par un religieux, Oui. parce que qu'est-ce qu'il voit de la cité, à part le business et la religion, et il n'y a plus personne dans l'État. Donc, il voit Alors, qui les solutions, on est dans le dernier quart d'heure, je le disais, les solutions. Il n'y a plus personne, on va rebondir sur ça, entre ceux qui dévoient la religion, parce que moi j'aime bien quand on dit les mots, ceux Absolument. qui dévoient la Oui, religion, bien sûr. pas la religion. L'islamisme. C'est l'islamisme, ceux qui dévoient la religion, qui l'utilisent à des fins extrémistes, effectivement. Et les trafiquants, vous êtes en train de m'expliquer qu'il ne reste que cela. C'est eux les patrons. C'est eux les patrons. Et si ce sont eux les patrons, c'est parce qu'on est décidé de ne plus l'être, Bien sûr. nous républicains, Oui, je pense à un moment donné. Oui. Donc, vous, Parce qu'on n'arrive pas à récupérer le terrain dans ces pourquoi cités. nous n'arrivons pas à récupérer le terrain? Soyons précis là. Parce On que n'a pour pas gagner le- assez parce de que moyens pour gagner- de police. Est-ce que vous pensez que par la seule répression on peut y arriver? Non. Est-ce qu'il faut autre chose? Donnez-nous vos solutions. Vous êtes ministre de l'Intérieur. Allez, Premier ministre demain, François Darito, vous faites quoi? Non, c'est-à-dire que pour gagner les cités, il ne suffit pas de faire de l'investigation et de faire des descentes et de lever le réseau. Le lendemain ou une heure après, il est certainement repris. Il est Quand vous remis en faites place. tomber un réseau, Ah oui. le lendemain, il y en a un autre. Il y en a un autre où ceux qui ont échappé, et le produit, on n'a pas tout trouvé, le business, il continue. Et celui qui partira en prison, il va continuer à gérer son business de la prison. Donc un puits sans fond. Un puits sans fond. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est, après l'investigation et après avoir fait cette descente de police, c'est occuper le terrain. Bah oui. Garder le terrain. Par qui? Comment? Par des policiers sur le terrain, des policiers de proximité, des gens qui restent sur place, mais non pas des CRS qui vont rester patrouiller autour, qui n'empêchent pas le trafic. Non, il faut des gens qui soient sur le terrain, Vous à l'intérieur de la me disiez, cité. en préparant l'émission, c'est quelque chose d'important parce que là, je voudrais votre avis. Vous me disiez en préparant l'émission que parfois on met des cordons de CRS, des compagnies républicaines de sécurité autour de la cité. On pense qu'on maîtrise, on maîtrise rien. Au contraire, donc celui qui vient chercher la drogue se sent plus en sécurité. Il rentre dans la cité, il achète son produit, il ressort et devant il y a un cordon de CRS. Vous confirmez ce qu'on m'avait dit? Il y a même des jeunes trafiquants que je connais qui m'ont dit que même quand il y avait des CRS, ça leur garantissait que les adversaires ne viennent pas leur tirer dessus. Les équipes concurrentes. Ils sont sécurisés. viennent pas, Ils sont hein. sécurisés, oui. Donc ça veut dire qu'on lutte plus contre le règlement de compte que contre les stupes. Mais je crois, Karim, ce qui est important et ce que dit notre ami, et qui est motivé encore, malgré tout ce qu'il nous dit, il faut être hyper motivé pour faire le travail qu'il fait. Je vous demanderai si vous êtes toujours motivé et pourquoi. C'est intéressant. C'est un travail d'ensemble à mener, tous ensemble. C'est la société qui doit le mener, ce travail. Hein. Ce n'est pas que les policiers solutions, qui font le Bruno. travail. Moi, alors, je vais aller sur mon terrain, évidemment, Ouais. de prédilection. C'est la prévention aussi. Il y a un travail de prévention énorme à faire. On le fait avec mon association, mais il y a plein d'autres associations qui doivent reprendre du terrain, réinvestir ces quartiers, et on n'en sortira pas. Mais on le Non, dit. mais Bruno, la prévention, quand vous êtes arrivé dans une cité, on vous a demandé Je sais bien. de quelque part vos papiers d'identité. Est-ce que vous veniez y faire la prévention? Comment vous faites pour faire de la Mais je prévention sais bien, mais quelque sur part, dans ce contexte-là? Sur ce moment-là, sur ce week-end-là, j'ai gêné sûrement le trafic, sûrement, c'est clair. Donc il faut se réapproprier le terrain. Je ne le ferai pas seul. Il y a des quantités d'associations qui existaient. Ça existait, le trafic existe depuis très longtemps. Mais de cette façon aussi exponentielle, Non, on ne peut effectivement, pas on a déléguer la besoin de se République au réapproprier seul le tissu terrain. associatif, Bruno. Mais pas que, j'ai pas dit que ça. Alors, vas-y, Karim, attention. tissu associatif. Le tissu Ensuite. associatif, le travail de répression qui est fait avec les GIR qui pourraient avoir beaucoup plus d'utilité, parce qu'à mon sens, ils ne sont pas assez utilisés, donc les mettre de façon beaucoup plus fréquente sur Donc ces sur le réseau quartiers. financier. Exactement, entre autres. Et ensuite, se réapproprier l'espace avec les services de l'État, tout simplement. Mais c'est qui les services de l'État? Eh bien, remettre Soyons précis. une mairie C'est abstrait, ça. d'arrondissement, peut-être un commissariat, mais c'est compliqué de le faire maintenant. Mais la police de Est-ce proximité. qu'il faut remettre des commissariats au cœur des cités? Parce qu'à un moment donné, compliqué. on a tenté, et dès qu'on a vu que certains commissariats étaient attaqués, on a dit hop, on recule. Est-ce que là, on n'a pas abdiqué un peu trop vite? Est-ce qu'il ne fallait pas s'imposer? François Darrieux. Des commissariats ou en tout cas des antennes peut-être, des antennes où les policiers viendraient prendre leur service, mais c'est compliqué quand même. C'est-à-dire Pourquoi qu'il faudrait assurer quand même leur sécurité.
Mais vous vous rendez compte que vous êtes en train de nous dire, vous êtes en train de nous dire que mettre un point d'antenne de police ou un commissariat, il faut assurer la sécurité. Assurer la sécurité, ça veut dire qu'à un moment donné, on est en difficulté, on est fragile face à des trafiquants qui ont entre 15 et 25 ans et qui arrivent à faire la loi face à la loi républicaine. Christian Proutot. Parce que c'est un vide sidéral. C'est un vide sidéral. Et qu'à partir du moment où l'État ne sera pas là, eh bien, effectivement, ça sera le... Et comment on reprend la main? On reprend la main. Monsieur le préfet. Mais le préfet, il voudrait qu'on reprenne la main autrement qu'en faisant des coups de pub, en faisant venir... Grosse opération, on envoie tout le monde et tout. Entre-temps, les choufs ont prévenu, il n'y a plus rien, on fait toutes les cales et tout. C'est un continuum. Un continuum, c'est petit à petit reprendre le terrain. Est-ce qu'on le reprend en une seule fois? Je pense que ça dépend des aspects géographiques, des situations spécifiques, mais il faut reprendre le terrain. Ok, ça c'est une expression. Vous êtes ministre de l'Intérieur demain. Non, c'est pas qu'une... On vous dit, mettez en place, votre Premier ministre vous dit, un plan de lutte contre les stupes. Vous attaquez par quoi et comment? Qu'est-ce que vous proposez? Moi, je propose, déjà, il faut s'attaquer à quelque chose qui est le problème des banlieues, c'est la pauvreté. Et on a ce problème. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, Karim, il y a tellement de choses qui s'emplissent, c'est un millefeuille. Et comme tu le disais aussi tout à l'heure, il n'y a pas que telle chose ou telle chose à régler. Tout est en même temps. Et on ne devrait pas le dire politiquement actuellement, puisque c'est la formule à la mode. Mais il faut reprendre un certain nombre de choses et effectivement les faire en même temps. Pas coup par coup, faire ci ou faire ça. Et il y a un dernier point qui est important, qui me semble-t-il, c'est ce qui s'était passé à une certaine époque où la douane avait un rôle important. J'en viens au problème des frontières. On a laissé tomber le problème des frontières. On a cru qu'avec Schengen, c'est le monde des bisounours. Or, déjà en 1995, moi j'avais proposé un grand corps de garde-frontières, mais payé par l'Europe, avec des Français peut-être en Espagne, un grand corps qui fait que tous ces trafics, ils viennent par l'extérieur. Il faut aussi pouvoir faire ces contrôles. Les GOFAS, quand ils traversent, ils ne s'arrêtent pas en France. Pour vous, il y a une hypocrisie du politique pour résoudre le problème ou on fait tout ce qu'il faut? Je le pense. Je le pense très sincèrement. Et encore une fois, il y a une réponse géopolitique à ces problématiques. C'est-à-dire entre la Colombie, le Pérou, le Maroc, etc. C'est entre chefs d'État. Pourquoi on ne le fait pas, Bruno Pomar? Je pense que nos politiques ne sont pas assez courageux sur ce sujet-là. Point final. Mais le courage de quoi? Moi, je suis président de la République, je vais voir le roi du Maroc, je lui dis, excusez-moi, courage de quoi? De dire à nos amis marocains, au roi du Maroc, Colombie, qui est un pays frère de la France, qu'il faut éradiquer tous tes champs de cannabis, on va t'aider avec des Canadiens et tout ce qu'il faut. Donc pourquoi on ne le fait pas? Le Maroc a diminué Oui. Ouais. Alors de temps à autre... De 134 000 hectares, ils en sont à 50 000 hectares. Donc ils ont quand même... Je vous signale qu'il y a un débat public aujourd'hui qui est mené sur la légalisation ou pas de la culture de cannabis. Hein. Non, mais c'est... Donc là-bas, vous êtes en train de nous dire, c'est un peu contradictoire Karim, avec le débat public qui est mené là-bas. Ce que je veux dire par là, Karim, ce que disait Christian très justement, c'est que c'est plusieurs actions à mener en même temps. Les chefs de l'État à leur niveau, et ensuite la collectivité, l'État, la société elle-même. Mettez-vous à la place de ceux qui nous écoutent. Ils disent on en a assez des débats. On parle. Et on ne résout pas les problèmes. Mais comment fait-on aujourd'hui pour résoudre les problèmes? Karim, je vous demande à vous, opérateur, 50% de chômage dans les quartiers. François D'Arieto de terrain, vous, Bruno, qui vous êtes investi et qui vous investissez sans compter sur le plan associatif pour faire en sorte de faire de la prévention. Christian Proutot, qui a une vision, j'ai envie de dire, un peu à 360 parce que c'est un préfet et qu'il n'a pas que la vision sécuritaire. Je vous demande à vous, qui êtes des experts de la sécurité, qui ne faites pas de langue de bois et qui n'êtes pas des bisounours, comment on fait? Karim, on est responsable des jeunes que l'on élève. Si notre société ne reprend pas la main sur la jeunesse en dérive, c'est des petites mains qui vont servir à tous les trafics, pas que la drogue, à tous les trafics. Donc, y compris qui peuvent être récupérés par des extrémistes religieux. Il y a un vrai problème dans des sociétés, dans notre société, parce qu'il y a le fait des familles monoparentales où les mamans font ce qu'elles peuvent, elles font manger
C'est elles qui font les nettoyages. Donc pour vous, il faut lutter contre la pauvreté. Absolument. Pour vous, il faut mettre quoi? Le paquet sur l'éducation? Sur l'éducation, Oui, évidemment. mais les deux, vos deux pères. Oui, et surtout J'essaie voir de que trouver ces des quartiers, solutions on a globales. quasiment 50% des gamins qui sont au chômage. À un moment donné, il faut de l'économie, il faut qu'ils vivent. Donc le trafic est bienvenu. François D'Arieto. Donner comme référence non plus les Pablo Escobar, parce que ça dans les séries maintenant c'est ça, c'est maintenant essayer de trouver des références dans les quartiers qui sont devenus soit avocats, soit on peut s'en sortir autrement que par le trafic de Ça veut dire stupéfiants. qu'un gamin de 10 ans aujourd'hui dans une cité, Son rêve c'est quoi? C'est Pablo qu'est-ce qu'il voit dans sa cité? Il ne voit pas rarement d'avocats. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit le gars qui arrive avec sa pourtant belle il y en voiture. a qui le deviennent et qui Il y en a qui le réussissent. deviennent, mais il est moins voyant. Il n'est pas Il y en a beaucoup, qui mais il réussissent. est moins voyant. Il est moins On n'en voyant. parle pas. On n'en parle pas. Là, il n'y a pas de publicité. Il n'y a pas de publicité. Donc peut-être que c'est remettre, valoriser ces gens-là Est-ce qui que, vous réussissent. considérez que sur le plan médiatique, donc allons jusqu'au bout de la logique, est-ce que vous considérez que cette absence de visibilité, de réussite positive des quartiers, Oui. pas simplement par le foot ou le rap, Ouais, tout à mais fait. par les Je suis études, par, Oui. par le fait d'être Bien artisan, sûr. de réussir sa vie, est-ce que cette absence de visibilité crée un vide qui Oui. laisse aux gamins imaginer que la seule réussite possible, C'est ça. c'est d'être comme le trafiquant du quartier? C'est ça. Ça, vous le sentez, vous sur le Et terrain? montrer l'exemple. Tout à fait. Quand Montrer on l'exemple. voit sur les médias, Karim, vous êtes habitué les médias, moi aussi, on est tous habitués à aller sur les médias. Qu'est-ce qu'on voit? On voit les trafiquants, on voit tout ce qu'on veut, mais on ne voit pas le mec qui réussit. Parce que dans les quartiers, il y a plein de gens qui réussissent. Hein. Non, Il y a mais- pas- il faut mettre Bien sûr. une note d'optimisme aussi quand Bien même sûr, sur ces quartiers. tout à fait, ouais. Mais On n'a ça pas que intéresse trafiquants les de gens drogue. qu'on parle des réussites ou pas? Parce que On s'en je fout, me pas fais les médias. l'avocat du diable. Le média va vous dire, si on parle des trains qui arrivent à l'heure, pour une expression exactement. qui est connue, Ouais. ça intéresse personne. C'est ça. Si on annonce des bonnes nouvelles, on n'intéresse personne. Il faut parler de c'est la ce bonne qui chose. choque, de Eh ben, ce c'est qui ça. crée de l'émotion, de Eh ce ben, qui fait peur. Est-ce que vous vous avez pensez qu'un média positif demain peut connaître un grand succès? Mais moi, j'ose espérer. Mais vous l'avez dit, hein, le train qui arrive en avance, on s'en fout. Celui qui arrive en Il retard, faut obliger à en parler. exactement. Je suis désolé, la communication, ça fait partie du système. Il y a une communication. Il y a un point sur lequel je veux revenir tout de suite pour ne pas l'oublier. C'est la maîtrise des réseaux sociaux que vous évoquiez, qu'on a déjà évoqué sur les plateaux Tout à fait. à plusieurs reprises pour d'autres problèmes, dont la violence, Tout à fait. on l'a vu, dont le... Lutter contre l'anonymat déjà? Voilà, Exactement. ça souvent vous l'avez Je ne comprends pas, moi, souligné. qu'on on poursuit l'anonymat sur les réseaux sociaux. Mais je crois Oui, c'est qu'on hallucinant. oublie par exemple que proportionnellement, par rapport à l'effectif que représentent les banlieues, il y a plus d'engagés venant des banlieues, statistiquement, que dans les grands quartiers, hein, dans l'armée française. Oui, oui, oui. Qui le dit? Ouais, personne. Moi, j'aimerais qu'on voit des belles images multicolores Complètement. des mecs qui sont actuellement en Afrique à nous défendre. On commence à voir la même chose dans nos services. D'ailleurs, on a des fonctionnaires de police d'origine maghrébine, de confession musulmane, tués par les terroristes. Ouais. On a des militaires français d'origine maghrébine Après, ils font pas la de confession différence, qui sont tués par des terroristes. Merabé, hein. Donc, Merabé, je parle de Jamel collègue. Merabé. Donc, et effectivement, c'est vrai qu'on en fait rarement, on les érige rarement en héros. Donc, question concrète. Le débat sur la légalisation du cannabis, vous êtes favorable à ce qu'on puisse au moins l'ouvrir, ou vous dites non, il ne faut pas ouvrir ce débat, il faut mettre des moyens, on va dire, tels qu'on vient de le dire, mais surtout ne pas ouvrir ce débat? Peut-être dépénaliser l'usage, mais la légalisation, je pense que la légalisation, ça ne changera pas. Pourquoi? Parce que si on légalise, c'est l'État qui va gérer ça et qui va produire des produits qui sont à 9, par exemple 9% de THC. Donc, en sachant que le Maroc continuera à faire du produit à 30% de THC. Donc, qu'est-ce qu'il veut le consommateur? Il veut que ce soit encore plus fort. Il veut que la marchandise soit de la bonne. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il y aura toujours un marché légal. Les cigarettes, c'est bien légal, et il y a un trafic de cigarettes à Marseille qui est impressionnant. Pourtant, la vente de cigarettes, c'est... Sanctionner le consommateur, qui a été aussi une politique qui a été mise en place, vous en pensez quoi? C'est pas parce qu'on le sanctionnera qui s'arrêtera de... Donc, légalisation, on n'ouvre pas le débat, mais on peut parler On peut de dépénaliser pour l'usage. Pour l'usage. Donc, sanctionner le consommateur, vous n'y croyez pas? Ça ne changera pas sa motivation d'aller consommer. Pareil, C'est le plus facile. C'est le plus facile à faire. L'État répond toujours à la facilité. C'est le plus facile Pareil. que d'aller Oui, chercher absolument, les- même avis, d'autant qu'à partir du moment où on consomme, c'est qu'on est addict, Ouais, bien sûr. et que le problème de l'addiction, ça se passe au niveau du cortex. Ouais, hein. c'est ça. C'est pas...
Messieurs, un mot de la fin. Donc on arrive à la fin de cette émission, malheureusement, même si c'est un débat que nous aurions aimé poursuivre. François Darrietto, est-ce que vous avez envie de nous faire partager quelque chose? Vous êtes au cœur de l'action. Dans ce mot de conclusion, dites-nous ce qui vous motive encore pour être sur le terrain. Ce qui me motive, c'est quand je vois des mères de famille qui viennent me voir, qui ont perdu un enfant, qui ont perdu même des fois un mari, parce qu'il y en a qui ont perdu souvent un mari, un enfant, un frère, et que je croise et qui me connaissent, et qui me demandent de l'aide. Donc, et c'est pourtant lié au trafic de cannabis, ce n'est pas le trafic de cocaïne. Donc maintenant, ces gens-là n'ont pas de repères, ils ont perdu la moitié de leur famille. Donc ça, c'est ce qui me motive pour lutter contre le trafic de stupéfiants encore. Être en aide à ces familles-là. En aide à ces familles, tout à fait, qui ont perdu beaucoup de familles, se sont déchirées à Marseille, donc c'est impressionnant. Une forme de vocation humaniste de votre métier. Tout à fait. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait redonner la parole à ces gens-là dans les écoles, parce qu'on parlait de prévention, mais aller parler, il y a des policiers qui vont avec leur mallette faire dans les écoles, mais je pense qu'il faudrait redonner de la parole à ces gens-là, des mères de famille qui ont perdu quelqu'un. Il y aurait un peu plus de poids, plus d'impact, leur discours face aux jeunes. Dernier mot face à l'institution au ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous considérez que les réponses qu'on construit pour lutter contre ces phénomènes, est-ce qu'on associe suffisamment les gens de terrain comme vous? Quel est votre avis là-dessus? Il y a un décalage, tout à fait, entre ce qui se passe vraiment sur le terrain et le temps que ça remonte en haut. Je pense qu'il y a... Vous estimez que vous n'êtes pas assez associé à la co-construction des réponses à apporter? Tout à fait, oui. Vous aimeriez être sollicité? Vous aimeriez que le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire que sur le terrain, on voit des choses, des majors pour les écouter? Bien sûr, parce que on ne le fait pas assez. Non, c'est eux qui sont sur le terrain. C'est eux qui voient tous les jours comment ça se passe vraiment sur le terrain, qui sont au contact de la population, qui sont au contact des victimes, des trafiquants. C'est celui du terrain, hein. C'est celui qui voit le terrain. Que Gérald Darmanin, et pourquoi pas le Premier ministre et le Président de la République entendront effectivement ce que vient de nous dire François Darrietto, pourquoi pas pour les réunir sans leur hiérarchie et les écouter, parce que je pense que vous êtes bien placé. Bruno Pomar, un mot de conclusion? Une note d'optimisme quand même, parce qu'encore une fois, dans ces quartiers, il y a plein de choses belles qui se font. Hein. Il ne faut pas non plus les mettre dans le prisme de la violence et de tout ce qui existe, évidemment. Mais je pense que c'est très important de valoriser aussi tous les gens qui font de belles choses dans ces quartiers. Et moi, je m'y attelle à travers mon association. Mais je crois qu'il y a un véritable travail de société à faire tous ensemble et ne pas regarder ça que du prisme parisien avec les élites parisiennes, parce que sinon, on n'avancera pas. Et je pense qu'actuellement, c'est le cas. Monsieur le Préfet, un mot de conclusion. Moi, je suis un ancien boy scout, j'ai connu les jeunes, la jeunesse est notre avenir. Et si on veut que cette jeunesse soit notre avenir, il faut la protéger de ce qui peut la détruire. Et ça, la drogue, ça peut détruire une jeunesse, on le sait en particulier avec les effets du THC sur le cerveau. Et l'État doit reprendre sa place, la place qu'il a laissée à d'autres sur le terrain, dans ces zones dites, entre guillemets, avec cette formule que je trouve anormal, ignoble dans une république, dans ces zones de non-droit. Il faut que l'État reprenne le droit pour que les gens deviennent libres, parce qu'ils ne sont pas libres dans ces quartiers. Merci Christian Proutot, merci François Darrietto, merci Bruno Pomar. Voilà, notre émission donc se termine. Les experts, Agora News Sécurité, nous avons évoqué un thème sensible, complexe aujourd'hui, mais nous avons tenté de l'aborder avec la plus grande des simplicités. Je crois que nous devons retenir de la part de ces experts professionnels de la sécurité que la police de proximité, ça n'est pas un slogan, ça doit devenir une réalité. La reconquête républicaine ne doit pas être une incantation politique, mais là aussi une réalité. L'éducation n'est pas opposée à la répression. La prévention doit être aussi un axe à développer. Et c'est une approche globale, pour le coup, qui doit être privilégiée pour aller à la reconquête de ces quartiers où des femmes et des hommes, dans leur immense majorité, veulent trouver leur place dans la société française, la trouvent pour beaucoup d'entre eux, malgré l'invisibilité qui est l'absence de communication autour de leur réussite. En tout cas, nous terminons cette émission sur une note d'optimisme avec des experts qui défendent la République, qui défendent notre idéal et qui laissent passer un message d'espérance pour l'avenir. Merci de votre fidélité à toutes et à tous et à une prochaine émission très rapidement des experts.